Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui, petite balade tranquille, histoire de roder le pneu arrière. Je viens de rentrer du road trip dans les Alpes. Finalement, avec la moto, j'ai fait 9000 km en 6 mois. Donc il était temps de changer le pneu arrière. Pour l'avant, ça va, on est encore loin du témoin. Donc nouveau pneu arrière, il y a aussi quelques réglages pour la fourche, pour la suspension, l'amortisseur arrière que j'ai fait faire par le concessionnaire. Et effectivement, ça va beaucoup mieux sur la moto. Et pour la moto en elle-même, malgré les différentes chutes, alors certes c'était à faible allure et dans la boue, et ben finalement il n'y a rien eu, il n'y a quasiment rien eu. C'est une moto indestructible. Bon, effectivement, il y a les pare-mains Barbuster qui sont vraiment très efficaces quand la moto tombe. Et ben finalement elle se repose délicatement sur les pare-mains et puis elle protège les leviers d'embrayage, de frein, les rétroviseurs également, finalement ils ne touchent pas du tout le sol. Il y a aussi les pare-carters d'origine Ducati, ce qui permet de bien asseoir la moto. Et j'avais également les sacoches Cavalier SW Motec. Alors c'est des sacoches en tissu qui sont pas faites pour être étanches, mais finalement elles ont très bien résisté. Il n'y a pas eu d'eau à l'intérieur, alors certes elles étaient dégueulasses. Même petit coup de Karcher délicatement, ça a permis de bien les nettoyer. Et là aussi, ça a permis de poser la moto lorsqu'elle a chuté. Donc à part 2-3 rayures, notamment sur le pot et puis sur la jante avant, il n'y a eu aucune casse, aucune panne liée à ce petit incident. Finalement, la seule chose que j'ai dû remplacer, c'est le câble USB ici, qui effectivement n'est pas étanche, et avec la pluie, l'orage, il y a un petit contacteur qui ne fonctionnait plus. Faux contact au début et ensuite complètement mort. Et l'iPhone, lui, l'iPhone 6 que j'avais, là c'est l'iPhone 10, l'iPhone 6 n'est pas étanche et pourtant, même sous l'eau, il fonctionne et il continue encore à fonctionner. Bon, effectivement, c'est un vieil iPhone, c'est pour ça que je prends le risque de le laisser sous l'eau, même s'il n'est pas étanche. Idem pour la GoPro également. Les GoPro, c'est des caméras d'action qui sont étanches, mais quand vous mettez l'adaptateur micro, vous êtes obligé d'ouvrir la porte latérale et du coup c'est plus étanche. Il y a juste eu par intermittence le micro externe qui était plus détecté, mais là aussi c'est à cause de l'eau. Une fois que tout était bien sec, ça a refonctionné normalement. Donc finalement, vous voyez, je ne sais pas si j'ai été chanceux ou si j'ai choisi des matériels de qualité, mais en tout cas tout fonctionne très bien. Petite déception juste au niveau des bottes. Les bottes que j'avais, Sidi, Armada, Gore-Tex. Alors oui, c'est du Gore-Tex et étanche, donc si vous allez dans une rivière, l'eau ne rentre pas. Là, malheureusement, avec la pluie, avec l'orage, l'eau est rentrée au niveau du tibia, donc ça, on n'y pouvait rien. Mais j'ai quand même été déçu par les semelles, car si j'avais pris ces bottes, c'est justement parce qu'elles avaient des grosses semelles, des crampons, et finalement, dans la boue, ça s'est vraiment transformé en patinoire. Il n'y avait pas vraiment d'accroche au sol. Alors effectivement, avec des bottes routières, ça aurait été pire, certes, mais là, je m'attendais à ce que les crampons fassent effet, ce qui n'est pas le cas. Je regarde un peu au niveau des bottes motocross enduro, et c'est un peu pareil. J'arrive pas à trouver des bottes qui ont des vrais gros crampons qui permettent de tenir dans la boue. Et toujours au niveau équipement, j'avais sur moi une tenue d'Enez en cuir, le blouson et le pantalon. Alors effectivement, c'est pas forcément des tenues très adaptées pour le off-road, mais finalement ça protège bien. C'est assez chaud, assez épais, assez lourd. Alors c'est pas forcément étanche, même si l'eau ne s'infiltre pas sur les parties en cuir, uniquement sur les parties en tissu au niveau des articulations. Effectivement, quelle galère pour nettoyer ça. J'étais plein de boue, j'ai dû nettoyer 3 fois le blouson, le pantalon. Au niveau des coutures, à chaque fois il y avait des petites traces de boue marron, avec un gant de toilette humide, légèrement savonneux. Je frottais délicatement pour tout enlever, et puis ensuite une lotion pour le cuir pour réhydrater le tout. Mais finalement j'ai rien eu au niveau corporel, aucun choc, aucune blessure, aucune cassure. Il y a juste un petit peu au niveau de la hanche sur le pantalon où c'est rayé, on va dire le cuir est rayé. Il faudra que je regarde si je trouve un produit cuir rénovateur noir pour essayer de gommer un petit peu ces rayures. Mais c'est le but d'un équipement, hein. Si on l'a, si on le porte, c'est pour que ça serve. Donc là, ça m'a servi. C'est clair que si j'avais eu un jean moto renforcé par exemple, il aurait été tout humide, plein de boue, il se serait probablement déchiré, et ça aurait été très désagréable de porter ça pour la suite de l'aventure. Et puis
des tenues aventure justement en tissu Gore-Tex, parce que la plupart des motards en 1200 GS portent sur eux. Pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi solide. Ça reste quand même du tissu, donc en cas de chute, est-ce que ça va se déchirer ou pas? Là aussi, il faut que je regarde un petit peu ce qui se fait comme tenue qui soit à la fois éventuellement étanche, sans couche supplémentaire, et qui soit quand même résistant. Et si on continue pour ce débrief des Alpes, donc pour vous situer au niveau calendrier, j'ai la peine de rentrer des Alpes, donc les vidéos ne sont pas encore en ligne sur YouTube, je ne sais pas ce que vous en pensez, je n'ai pas lu vos retours, vos commentaires, mais je peux me douter que certains vont être assez critiques, assez méchants. Soit, faites ce que vous voulez, moi au moins je l'ai fait. Et surtout, il y a un point que je voulais évoquer, ne me parlez pas de Liberty Rider, de GeoRide ou de tous ces systèmes à la fois de détection de chute et puis de traceur GPS. Ça fonctionne avec le réseau GSM, avec la téléphonie. Et donc quand vous n'avez pas de réseau, eh ben, ça ne fonctionne pas. Et là, dans cette zone montagneuse, surtout avec un orage, vous vous doutez, ça ne fonctionnait pas, ça ne passait pas. Donc oui, vous avez un boîtier qui détecte la chute, ok, très bien, il vous a détecté que vous avez chuté, mais ça va rester sur l'appareil, sur le téléphone, vu qu'il n'y a pas de réseau, ça ne pourra pas le communiquer. Et puis également, gilet airbag, comme je vous disais, j'avais le blouson en cuir, chute à faible allure, dans la boue, bon certes, il pourrait y avoir des cailloux assez pointus, mais là aussi, si j'avais eu un gilet airbag, je serais tombé dès la première chute, l'airbag se serait déclenché. Et après, en général, soit vous avez des modèles un peu haut de gamme, il faut le renvoyer en usine, soit vous pouvez acheter des cartouches, le changer, mais c'est pas en plein orage dans la boue que vous allez recharger votre blouson. Vu que je suis tombé plusieurs fois, il aurait fallu avoir plusieurs cartouches, et donc là aussi, avoir un gilet airbag dans cette situation-là, ça aurait été plus contraignant qu'un équipement de sécurité accessible en plus. Pour les pneus, c'est aussi peut-être un sujet polémique, c'est la monte d'origine des Pirelli Scorpion Rally STR. Donc STR, je ne sais pas forcément ce que ça signifie, mais c'est plus standard, routier ou quelque chose comme ça. Donc certes, il y a des crampons, mais c'est pas des versions vraiment très axées tout terrain, sable, pour faire le Dakar par exemple. C'est annoncé comme 40% off-road. Ils ont finalement un look très sympathique, c'est pour ça qu'ils se sont choisis en monte d'origine. Ça donne un look à la moto, aux pneus, et puis avec ce 40% off-road, 60% route, ça permet quand même de convenir à la plupart des gens. Donc là, j'ai uniquement changé l'arrière, vu qu'avec l'arrière qui était complètement usé, l'avant était encore bon, mais effectivement, la prochaine fois, si je change l'avant et l'arrière, peut-être que je prendrai une autre référence. Pourquoi pas 50% off-road ou 60% off-road. Mais c'est vrai que moi, mon souci, c'est que quand je fais de l'off-road, il faut quand même que je roule sur la route. Je n'habite pas dans un chemin de terre, donc ça fait quand même beaucoup de route et peu d'off-road en proportion. Sur une balade de 200-300 km, je vais peut-être faire 20-30 km d'off-road grand maximum. Donc on va dire 10% d'off-road quand vraiment je planifie une balade off-road. Et donc sur la durée de vie du pneu de la moto, c'est peut-être 5% de la moto qui va aller dans la terre. Donc c'est ridicule certes, mais quand vous y allez, il faut avoir les pneus adaptés. Mais choisir des pneus très orientés off-road pour finalement peu rouler dans la terre, c'est aussi dommage parce que ça s'use quand même assez vite. Un vrai pneu off-road sur la route aux 5-6 000 km, je pense qu'il va facilement arriver en bout de course. Donc là finalement presque 9000 avec mon pneu arrière, c'est pas mal. Bon, sympathique petite route pour roder le pneu. Même si là, il y a vraiment un vent de fou, c'est incroyable. Au moins, il n'y a pas de nuages. Et voilà pour la petite portion off-road, histoire de bien baptiser les pneus, qu'ils aient vu la route, les chemins, les cailloux pour cette période de rodage. Là, ça fait à peu près 150 km que je roule depuis ce matin, donc on va dire le rodage c'est bon. Voilà pour ce petit vlog concernant le rodage du pneu à verre et puis un petit débriefing post-road trip dans les Alpes. C'était Julien pour checkmyrides.fr. Je vous dis à bientôt, que ce soit pour une vidéo de balade ou présentation d'un produit tech. Les road trips, à mon avis, il faudra attendre 2020.
Voilà, et à bientôt.